Les boutiques Poche, Papillon et le centre de beauté Elle Fashion vous présentent votre émission telle qu'elle. J'avais besoin de chercher pourquoi mes cheveux étaient partis, pourquoi j'étais devenue chauve. En 2015, adieu Marie, adieu perruque, tu décides de te présenter au monde avec ton joli crâne chauve. Oui. Mes cheveux ne me définissent pas. Mes cheveux ne définissent pas ma féminité. Je ne me sens pas moins féminine que d'autres femmes sans mes cheveux. Entre confidence et écoute bienveillante, mes invités viennent telles qu'elles sont. Et pas seulement telles que nous les connaissons. Je vous invite chez Telle qu'elle. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Quand le verdict tombe, Pascale Dambeau n'avait jamais entendu parler d'alopécie. Ce diagnostic va chambouler sa vie. Elle se confie chez Telle qu'elle. Bonsoir Pascale, Bonsoir. bienvenue chez Telle qu'elle. Bonsoir Caroline, merci de m'accueillir. Tout le plaisir est pour moi. Pascale, merci d'être présente ce soir pour parler d'un sujet qui touche énormément de personnes. Oui. On va parler de pelade, d'alopécie, Oui. donc cette maladie qui provoque la chute des cheveux, Oui. souvent de manière irréversible. Tu vas partager avec nous ton histoire à ce sujet. Okay. Mais avant, pour ne pas changer, je vais te demander, est-ce que tu peux nous montrer l'objet mystère que tu as ramené? Est-ce que tu peux nous en parler? On veut tout savoir. Oui. Alors, cet objet mystère, c'est mon livre, mon petit bébé, mon récit autobiographique de quelques pages, il n'est pas très gros, en fait, qui s'intitule La chauve-souris. Alors, la chauve-souris, c'est un jeu de mots, évidemment, par rapport à l'animal. Avant d'accepter le titre de La chauve-souris, qui m'a été proposé par un ami, j'ai d'abord cherché l'énergie de l'animal. Je voulais comprendre, je voulais savoir si je pouvais choisir ce titre. Du coup, la chauve-souris, en tout cas dans les sociétés amérindiennes, en tout cas, et surtout, on la trouve surtout dans le domaine de l'intuition, de la communication, tu vois. Donc, dans ça, je me retrouve. Et comme cette énergie me convient, j'ai choisi de garder le titre ainsi, tu vois. Voilà. Bon, évidemment, la chauve-souris IT. Hein. Donc, la chauve-souris, c'est moi. C'est moi, puisque je suis chauve. Oui. Je suis une Et que femme tu chauve. souris souvent. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On va du coup en reparler de cet ouvrage, La chauve-souris. Tu avais 27 ans. Oui. Quand un beau jour, tu remarques que tu as un trou derrière la tête. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a évolué? Voilà. Et comment quel regard tu as porté sur ce trou qui a apparu subitement? Alors, je me coupais les cheveux très courts, déjà à l'époque, vraiment très très courts. Et chaque fois qu'ils repoussaient, j'aimais à les recouper. Et je me passais la main souvent sur la tête comme ça. Et un jour, je passe la main sur la gauche et je sens une zone un petit peu plus lisse qu'ailleurs. Bon, je me dis, bon, c'est quoi ce truc? Je ne regarde même pas dans le miroir. Je me dis, bon, peut-être que ça n'a pas encore poussé. Et donc, je continue ma vie, mes cheveux repoussent, je les recoupe. Enfin, vraiment, ça correspondait tout à fait à on va dire, mon énergie de l'époque, où c'était le look sportif, dynamique, et on y va, on se coupe les cheveux, on s'en fout, et la vie est belle, et on la... Bon, 200 000 à l'heure, voilà. Ouais. Et c'est ça. Et c'est vrai que je constate quand même qu'il y a... la zone commence à s'étendre un peu, tu vois. Elle ne demeure pas que dans la partie gauche de la tête, et ça commence à s'étendre. Je ne m'en inquiète pas plus que ça. Je constate quand même que les poils aussi commencent à tomber. En fait, pas à tomber, puisque c'est pas comme si je les trouvais sur mon lit. Je vois que je n'en ai plus. C'est pas pareil. Et donc là, effectivement, bon, l'inquiétude vient à ce moment-là. Et là, peut-être que tu décides d'aller consulter donc C'est ça. un professionnel.
Oui. Et 1 an à peu près après l'apparition des premiers symptômes, le diagnostic tombe par ton dermato, pelade, alopécie sévère. Voilà. Est-ce que tu avais déjà entendu parler Non. de cette pathologie? Jamais, mais jamais, jamais. Alors d'abord, j'entends parler d'alopécie sévère. Je comprends que c'est un dérèglement du système pileux finalement pour moi, total. Donc je passe les détails. Quand tu dis on perd total, les donc poils. ce n'est pas que effectivement sur le crâne. Non, je perds les sourcils. sourcils, je perds les cils, je perds sous les bras, je perds partout. Partout où il y a des je perds poils. partout où il y a des Voilà. poils, je perds des poils. Et voilà. Donc là, par contre, ça m'inquiète, effectivement. Oui. Je vais, non, pas un seul dermato. Deux En fait, là, dermatos. c'est le début d'un marathon D'un marathon thérapeutique. thérapeutique. Il y en a un qui me dit alopécie sévère ou pelade. Je me dis, c'est pas vrai, il s'est trompé. Il me donne un traitement. Je me dis, bon, il y a des choses à ingérer, des médicaments, des ampoules. Il y a un autre qui me donne des piqûres donc, dans la tête. Donc, je pars pour une longue période de piqûres dans la tête. Ensuite, on me donne des médicaments, finalement, qui sont assez forts. Parce que, si tu veux, ils permettent la repousse du cheveu. Donc, j'ai un cheveu long comme ça, sur ma tête. Mais quand je fais ça, Il tombe. il tombe. Il me reste dans la main. Tu vois, le cheveu ne s'accroche pas au bulbe, pardon. Et du coup, dans certaines zones de la tête, pas partout, mais pas derrière, surtout pas là où ça avait commencé, tu vois. Donc, non, c'est un dérèglement total du système pileux. Et vraiment, j'avoue que le sentiment que j'éprouve à ce moment-là, c'est tu sais, quand on est boulimique, tu vois, Oui. c'est une espèce de boulimie de médication. Tu cherches ce dermato comme s'il n'était pas compétent, tu le changes et tu vas, etc. Tu vas même en France Voilà. rencontrer un spécialiste. Tu te dis, ils sont plus avancés, plus pointus, Ben, bien ils sûr, vont trouver une voilà. solution. Mais Il y a forcément une solution. Il y a forcément une solution. Et bien, lui, il me dit, et madame, voilà, il m'explique que pour lui, l'alopécie, qu'on la retrouve chez les femmes afro-caribéennes, enfin, en ce qui concerne l'alopécie, j'oublie le nom, en tout cas pour celles qui se tressent beaucoup. Ah oui. Mais moi, je ne me tresse pas, tu vois. Oui, donc, parce que- je ne me sens pas concernée. Donc, je me dis, bon, il ne parle pas de moi. Je lui dis, mais moi, je ne me tresse pas. Je porte le cheveu très court. Il m'a dit, ben, madame, vos cheveux reviendront comme ils sont partis. Donc, si tu veux, Caroline, une grosse déception. Je me revois en train de dégringoler par terre, à m'accroupir, puisque je ne m'attends pas à cette nouvelle. Je ne m'attends pas à ce que je fasse des milliers de kilomètres pour ce diagnostic-là. J'avais entendu pelade, j'avais entendu alopécie sévère, mais je n'entendais pas. Vos cheveux reviendront comme ils sont partis, ça veut dire quoi exactement? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Voilà, ça veut dire rien du tout pour moi. Donc du coup, il était hors de question, puisque je suis dans ma boulimie, que je m'arrête là. J'avais besoin de chercher pourquoi mes cheveux étaient partis, pourquoi j'étais devenue chauve, tu vois. En dehors de tout ce que la science peut En dehors de proposer. ce que la science peut proposer, je vais voir un voyant et j'attends. Je suis confiante. Je ne baisse pas les bras. La science n'a rien compris, même si je n'avais pas entendu parler d'alopécie avant, mais la science, elle n'a rien compris. Moi, je vais retrouver mes cheveux et je vais trouver une solution. Donc, à ce moment-là, tu es confiante. Mais si tu veux, tu es dans un désespoir. Mais tu as cette force qui te dit c'est impossible que je n'ai pas mes cheveux. Parce que si je n'ai pas mes cheveux, je ne suis plus une femme. Donc, tu comprends Il y avait tout un symbole de la féminité voilà, la avec les féminité, cheveux. voilà. Et la survie aussi. Tu as commencé à porter les marais-têtes très rapidement Oui. pour cacher cette alopécie. C'est ça. Est-ce que tu te sentais, tu parlais à l'instant de tes proches, est-ce que tu t'autorisais à en parler avec, alors peut-être le cercle un peu plus large, même des collègues au travail, voilà, expliquer pourquoi tous les jours tu portais ce marais-tête. Est-ce que tu avais déjà des remarques un peu sur ce look qui t'était un peu imposé, Oui. parce que c'est tout ce que tu avais trouvé justement toi À l'époque, pour oui. masquer cette pathologie? Je n'en parle pas beaucoup parce que à ce moment-là, j'ai honte. Tu comprends? J'ai honte parce que qu'est-ce que je vais dire? J'ai envie peut-être de passer un petit peu inaperçue, mais comme il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'attachent la tête, du coup, je ne passe pas inaperçue jusqu'à ce que tout le monde me demande, mais
tu t'attaches la tête. Et là, j'ai pas envie de mentir. J'ai envie de dire que bon, j'ai un petit souci au niveau de mes cheveux, mais je ne rentre pas dans beaucoup de détails, sauf évidemment avec un cercle d'amis, un cercle plutôt restreint, fermé, quoi. Mais je n'en parle pas beaucoup. Je m'attache la tête jusqu'à ce que, évidemment, je commence à ressentir. Alors, tantôt j'ai chaud, je réalise que cette texture-là ne me va pas, ce turban-là est trop lisse, donc il glisse. Je mélange les turbans. Quand je dois sortir, par contre, je mélange 2-3, j'essaie de faire de belles formes, etc. Je vois qu'aujourd'hui, il y a de tellement belles choses. Et du coup, Ça te crée quoi, des irritations? des irritations. J'avais les 2 parties des oreilles, là, qui étaient complètement noires. Et du coup, presque... des plaies légères. Ah oui, quand même. Voilà, oui. C'était plus possible de poser un tissu sur ma tête. C'était plus possible. Est-ce que c'est à ce moment que tu décides de passer aux perruques et d'ailleurs de découvrir le budget faramineux que tu vas devoir y consacrer? Exactement. Du coup, je n'ai plus le choix. Enfin, comme je ne peux plus porter quoi que ce soit sur les oreilles, parce que je ne... Alors, c'est assez paradoxal. Je passe le turban, le foulard sur ma tête. J'aurais pu le passer là, tu vois, sur l'oreille. Oui. Mais je ne peux pas, j'arrive pas à avoir mes oreilles dehors. Donc je passe dessus, ok. Donc là, les perruques, effectivement, je me dis, allez, puisque j'ai une de mes connaissances qui me dit, mais avec tes turbans, tu ne passes pas inaperçu. Mince, j'ai raté. Mon objectif, c'est raté. C'était pas la mission. Non, c'était pas la mission. Donc effectivement, donc je cherche des perruques, mais à l'époque, l'un des dermatologues m'accompagne. Et donc, j'arrive après l'une des hospitalisations, parce que on parlait de médication excessive, en tout cas, il y avait beaucoup de choses à essayer. Elle me met en contact avec un centre agréé pour les femmes qui sont soit en parcours de soins, soit qui ont cette même pelade sévère que moi. Et donc, le centre agréé me fabrique mes perruques. Et à l'époque, les perruques coûtaient excessivement cher. Mais Caroline, quand tu es seule, quand tu es dans le désespoir, quand tu cherches des solutions, rien n'est trop cher. Pour ta paix, pour ta féminité, pour ta beauté, tu vois, tu investis. Tu investis pour passer inaperçu, pour te donner, comment on dit, un petit chèque content. Oui. Voilà. Et puis tu investis dans des perruques dont les mèches sont plus ou moins choisies. Et est-ce qu'avec le port de ces perruques, tu as retrouvé un peu plus quand même de confiance en toi? Cette façon d'échanger avec le monde extérieur, parce qu'on sait, tu as eu un petit peu l'époque avant le marée-tête où tu as eu quelques moqueries qui t'ont affectée, oui. Cette époque avec le marée-tête. Puis là, est-ce que le passage à la perruque t'a quand même redonné un peu plus confiance? Ou pas du tout? Un peu, mais... C'était léger. En fait. Léger parce que je sais que je mens. Je sais que je me mens. Je sais que je mens au monde. Donc, je passe plus ou moins inaperçue. Mais à ce moment-là, le regard de l'autre est déjà là, puisque, bon, moi, j'étais pas à l'aise avec des cheveux qui n'étaient pas les miens. J'ai jamais vraiment été à l'aise avec ça. Donc, maintenant, c'était ma coiffure d'apparat. C'était mon accessoire d'emprunt, mes cheveux d'emprunt. Donc, j'avais envie de jouer aussi avec ça et de me rasséréner, de trouver un peu de paix, tu vois. Et donc... je trouve un peu confiance en moi sans vraiment en trouver, parce que je sais que ce n'est pas vrai. Oui. Je sais que ce ne sont pas mes cheveux. Les bases ne sont pas solides, de voilà. toute façon. Donc, un peu, mais pas à 100% en tout cas. En 2015, adieu Marie, adieu perruque, tu décides de te présenter au monde avec ton joli crâne chauve. Oui. Quelles ont été les réactions? Ça. Le premier jour, je crois que je m'en souviendrai toujours. Ça demande beaucoup de courage. Oui. En fait, ça te demande du courage parce que je t'ai parlé du fait de mentir, de me mentir, de mentir aux autres. Je commençais à être dans le dédoublement de la personnalité. Un moment où je suis chez moi, dans mon intimité, sans rien, et quand je sors à l'extérieur, je suis quelqu'un d'autre avec une perruque. Donc, tu vois, je commence à le vivre à l'intérieur très, très, très mal. Mais en même temps, je me dis, Pascal, tu ne peux pas continuer à mentir, c'est pas possible. Et donc, je décide, évidemment, je suis soutenue par mes amis, par ma famille, et je me dis, bon, j'y vais. J'ai une amie qui m'avait prise en photo au sortir de bain de mer, et je m'étais trouvée, bon,
plus ou moins potable. Hein. Et donc, j'ai consenti à sortir la tête comme ça, à aller travailler. Bon, j'ai pas dit que je commence milieu de vacances, je me bronze la tête et après je vais travailler. Non. En Oui, fin parce de qu'il faut vacances. dire du coup qu'il y a une différence Ah, mais voilà, c'est de ce que j'allais te couleur dire. du coup, puisque Le crâne est blanc, Caroline, puisque je porte des perruques. D'accord? Donc, je suis bronzée là. Il y a une différence de couleur. Je sais que je vais aller travailler à la rentrée comme ça, mais 3 jours avant la rentrée. J'essaie d'aller à la mer tous les jours pour essayer de bronzer, mais non, c'est pas possible. Tu comprends? le temps est trop restreint. Le temps est trop restreint. Et donc, la première personne que je croise me dit: Eh bien, ma fille, ça va aller faire cette fois-là. Alors, si tu veux, Caroline, à ce moment-là, je m'écroule, pas physiquement, mais mon cœur, voilà, et je m'effondre. Tu liquéfies, quoi. Voilà, je me liquéfie et je m'effondre, je commence à pleurer. Je ne lui réponds pas. Je ne suis pas seulement touchée, je suis meurtrie, je suis vexée, j'ai honte. Tu vois, je ne sais même pas où me mettre, j'ai envie de me cacher, mais en même temps, il y a une petite voix qui me dit: Pascal, tu as décidé de t'afficher, tu assumes. Parce qu'en fait, c'est mon tempérament. J'assume, je prends mes responsabilités, je les assume. Deuxième personne. Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu as un cancer. Alors là, je suis vexée parce que non, je n'ai pas de cancer, mais plutôt que de me demander de mes nouvelles, c'est ta réaction. Donc, en fait, la journée au travail s'est enchaînée comme ça, mais ma directrice m'a regardé longuement et m'a dit: Pascal, je vous préfère comme ça. Et là, je me suis dit: waouh, génial. Du coup, voilà, j'ai repris un peu confiance et j'ai pu puiser un petit peu dans ce compliment pour passer ma journée. Mais au fur et à mesure que la journée passait, le compliment, ça me nuisait. Tu vois, le stock... Si le stock voilà, diminuait, ben, voilà, c'est ça. Du coup, coup, justement, cette espèce de recherche de validation dans le regard de l'autre te rendait un peu esclave, effectivement. C'est-à-dire que tant qu'il y avait du plus, ça montait, mais dès qu'il y avait du moins, et donc ta météo intérieure était vraiment en fonction de si on t'envoyait du soleil ou de la pluie. Exactement. Du coup, comment tu as fait pour sortir de cette spirale infernale? Alors, je passais effectivement mon temps, quand je sortais de chez moi, à chercher dans le regard de l'autre un assentiment. Mais une complicité, quelque chose de positif, évidemment. Donc, quand j'avais le compliment, j'étais contente. Quand je ne l'avais pas, j'avais la critique, le crachat, ou la méchanceté, ou la parole blessante. Effectivement, j'étais meurtrie, j'étais vraiment pas bien. Mais j'ai réalisé qu'effectivement, c'était le même esclavage. C'est-à-dire que la télécommande, comme je le dis, l'autre l'avait en main, à baisser le son, à changer mes humeurs, à me rendre gaie ou à me rendre triste. Ils avaient le pouvoir. Ils avaient le pouvoir dans leurs mains. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible de continuer comme ça. Je ne peux pas être esclave, donc esclavage moderne, le regard de l'autre, l'esclavage moderne. Je ne pouvais pas continuer et du coup, donc un petit peu avant d'avoir décidé de porter la tête nue en 2015, je m'étais déjà rapprochée d'une thérapeute, tu vois, pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir, qu'est-ce que je pouvais faire, et puis essayer d'accepter au fur et à mesure mon image, en 2013, 2 ans avant. Elle avait déjà commencé à m'expliquer que le regard de l'autre ne pouvait pas diriger ma vie, que nous étions nombreux, près de 8 milliards, qu'il ne saurait y avoir qu'une seule vérité, qu'il y aurait 8 milliards de regards finalement, de paires de regards, enfin voilà. Et donc, j'avais déjà commencé comme ça, mais c'est une deuxième coach, enfin une première coach, l'autre c'était une thérapeute, une première coach qui m'a dit Pascal, non, tu es différente et avec mon programme, tu pourras sublimer cette différence. Et là, elle a un programme qui a fait les choses basculer, je vais dire. Tu sais, les choses se sont enchaînées et un jour, elle m'invite sur sa page Facebook, je crois, et elle me dit, la rubrique s'appelle « Sublime ta différence ». Et elle me dit, Pascal, voilà, est-ce que tu peux nous parler
de comment tu as fait pour pouvoir... Et j'explique comment je passe mon temps à regarder les autres et réaliser que c'est eux qui mènent ma vie. Jusqu'au jour où je me dis, non, je ne les regarde plus. Je décide de ne regarder personne. Mais je réalise aussi que quand tu es la tête baissée dans la rue, les gens voient que tu as un problème. Et quand tu as la tête haute et que tu marches, et que tu ne regardes pas les gens en plus, alors bon, voilà, c'est réglé. Donc j'ai vu que ça fonctionnait. Je me suis dit, super, ça fonctionne. Donc voilà comment ça a commencé, comment j'ai commencé à m'affranchir du regard de l'autre. Et c'est vrai que j'ai continué à m'en affranchir au travers d'un autre coaching qui a été vraiment le boost. Et à ce moment-là, ça a été pour moi... Alors, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, le regard de l'autre ne me touche plus. Il y a des gens pour lesquels c'est important pour moi. Le regard est important, les gens qui m'aiment, c'est important. Mais c'est vrai que je sais ce que j'en fais, je sais ce que c'est. Tu as récupéré ta télécommande. J'ai récupéré ma télécommande, j'ai récupéré les piles, j'ai récupéré la pochette qui va avec. Voilà, j'ai récupéré quoi. J'ai récupéré et je comprends le fonctionnement maintenant du regard de l'autre. Oui. Voilà. Et est-ce que c'est ce qui t'amène, ce cheminement, à créer tes ateliers Selfie to Self-Love? Oui. Je trouve le nom magnifique, de sens. Mais quel est le concept de ces ateliers? Alors, le concept du programme Selfie to Self-Love, c'est effectivement de partir du selfie que l'on se fait, que beaucoup de personnes targuent de gestes narcissiques. Et se faire un selfie, c'est se voir, mais pas seulement au travers de ses propres yeux dans l'apparence, mais d'avoir suffisamment le regard perçant qui te permet de rentrer à l'intérieur de toi pour aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur qui va faire que, voilà, ça, c'est sur ça que je vais m'appuyer pour dire que je suis telle personne, tu vois. Et donc, quand les participants ou les participantes sont amenés à m'envoyer le selfie sur mon portable que je diffuse sur un écran, alors imagine que ça soit toi. Maintenant, c'est toi, Caroline. Donc, toi, tu ne parles pas et les autres s'expriment. Ah, d'accord. Voilà. Les autres On va s'expriment écouter les sur, autres voilà, parler de nous. de toi. Wow. Voilà. Et donc, ils te diront certainement des choses que tu ne sais pas, des choses que tu ne vois pas de toi. Et du coup, l'exercice qui est adossé à ça, c'est de te demander quelles sont tes qualités. Alors, quand on te demande ça, alors pour certaines personnes en tout cas, qui n'y ont pas encore pensé, elles se disent je connais plutôt mes défauts. Donc l'idée aussi, c'est de rentrer et de voir qu'est-ce qu'il y a. Je suis qui, je suis quoi. Je suis bienveillante, je suis courageuse, je suis une femme fière, tu vois, je cherche. Et c'est ça qui va définir ce que tu es et non pas cette différence qui nous caractérise, en tout cas en apparence. Ton objet mystère, on va en parler. En décembre 2021, oui, tu sors ce livre, La chauve-souris. Exactement. C'est quoi le déclic? On se lève un matin, on se dit qu'on écrit un livre. Et à qui est destiné ce livre? Alors, j'ai eu envie d'écrire un livre il y a du coup 3 ans, à l'occasion de ce premier coaching justement. Et c'est à l'occasion du deuxième coaching où la coach nous apprend à se fixer des objectifs. Ça ne sert à rien d'avoir du potentiel si tu n'agis pas. C'est ce qu'elle nous disait. Et donc, je me fixe un objectif, 2 objectifs. Je me dis, mais tiens, peut-être que à ce moment-là, je pense que j'ai des choses qui bougent à l'intérieur et que j'ai envie de partager, ou j'ai simplement envie de faire sortir ce truc-là qui est en train de pourrir à l'intérieur, tu vois. Et je me dis, un jour, une page. Et je me mets à écrire un jour une page et je vomis tout ce que j'ai à l'intérieur et j'écris au kilomètre sans chercher à des questions de forme, de mise en page, etc. Et je m'exprime et je fais sortir. Et donc ça se passe en septembre, octobre en fait. Ça, jusqu'au jour où je sens que je n'ai plus rien à dire. Et je me dis que, Pascal, tu écris ce livre, mais pour qui va lire ton livre? Peut-être les femmes qui n'ont pas de cheveux, peut-être ces femmes, effectivement, des différentes associations qui militent contre les différents cancers. Je ne pensais vraiment pas qu'il y aurait des hommes qui auraient lu mon livre, vraiment pas. Et je pense aussi à ces personnes qui ont besoin d'un coup de boost. Je pense aussi à ces personnes qui se disent que voilà, c'est fini. J'ai envie de leur dire que tout est possible, tu vois. Aujourd'hui, Pascal, tu es une magnifique femme, comme on peut tous le voir ce soir, qui arbore fièrement son joli crâne chauve.
Si tu ne devais retenir qu'une seule leçon de tout ce que tu as traversé, quelle serait cette leçon? La leçon, c'est que je fais des choix et que le bonheur est un choix. Le bonheur, on peut le définir comme on veut, c'est ça qui est intéressant. Donc moi, le bonheur que j'ai choisi est un choix. C'est-à-dire que j'ai cette possibilité, ce pouvoir de créer la vie que je veux. Parce que je fais des choix et que j'assume mes choix. J'ai la responsabilité de ça. Le bonheur, l'enfer, c'est pas que les autres. D'accord? Donc, si j'autorise les autres à me dire, si j'autorise les autres à me faire, je suis responsable en quelque part. Donc, je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de mon bonheur. Stop, on arrête d'accuser les autres là. Et on prend sa vie en main, sa télécommande, on la récupère et on y va. Voilà, c'est ça pour moi. Oui, c'est pas facile. Mais c'est le choix que j'ai choisi et je me sens bien comme ça d'avoir assumé. Je me sens fière d'avoir fait ce choix parce que je me sens moi. Je me sens moi. Mes cheveux ne me définissent pas. Mes cheveux ne définissent pas ma féminité. Je me sens pas moins féminine que d'autres femmes sans mes cheveux. Voilà, donc je trouve ça beau. Et j'aime ce côté qui nous est donné dans la vie de pouvoir se sentir responsable, de prendre la responsabilité de ce que l'on veut créer, tu vois, et de minimiser les dégâts collatéraux, parce qu'il y a toujours des personnes qui interviennent. J'ai une fille, tu vois, je suis en protection par rapport à tout ça. Mais oui, l'acte est courageux et j'apprends. Donc, c'est ça aussi qui est bien dans cet acte-là, c'est que j'en ai beaucoup appris sur moi. J'ai appris énormément de choses et voilà, je me sens riche. Je me sens riche. Merci beaucoup d'être toi et merci pour ce témoignage, Pascale. Je te souhaite une très belle continuation et puis plein de rééditions de ce joli bouquin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. C'est moi qui te remercie de m'avoir accueillie ce soir. Je suis très touchée. Merci beaucoup. They tell me this, they tell me that. They say my bitch, say she a bad. Anytime I knock with that. No rubber band. Every time I put down, they show me that. If I know pull out, she got my back. Although you ooh, I'm happy that. Although you ooh, say everything I do is for my woman. Anything I talk, when you talk, I go do. Me I know they see another girl for my visuals. Loving you, now in my ritual. My girl, got me, she not stingy. She give me love, so you want it. All of the moves you been practicing. Put it on, stop me. Girl, give me love for my moto. Girl, your light in my store. She and me gonna must go. She know they are, she know so. Say everything I do is for my woman. Anything I talk, when you talk, I go do, Me, I know they see another girl for my visuals. Loving you, now in my ritual. Me, I know they see my Les boutiques Poche, Papillon et le centre de beauté Elle Fashion vous ont présenté votre émission telle quelle.